Bonjour, je reprends la publication de vidéos de quelques vieux articles, le temps d'en écrire de nouveaux, ce qui ne devrait pas trop tarder maintenant. Et je vais pour ce faire donc remonter sur les deux tomes parus jusqu'à l'heure actuelle en français de la bande dessinée d'Alan Moore et Jason Burroughs, Providence, que je vais donc faire en deux vidéos. Donc on commence là avec La peur qui rôde, le tome 1. Alan Moore est sans doute moins présent dans le monde de la BD ces dernières années. Il faut dire qu'il a eu et a encore bien d'autres projets, dont son titanesque roman Jérusalem qui devrait bien finir par sortir, y compris en français. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y œuvre plus pour autant. J'ai l'impression que dans le domaine des comics, il s'est essentiellement attelé à deux entreprises ces dernières années, en favorisant l'indépendance, des suites déclinaisons tordues de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et des récits qui sont autant de variations autour de Lovecraft. C'est bien sûr le dernier pan de cette œuvre récente qui illustre ce premier tome de Providence, reprenant les épisodes 1 à 4 de la série originale, qui est toujours en cours de publication aux États-Unis, ou du moins qu'il l'était quand j'ai écrit cet article. Série illustrée par Jason Burroughs, dessinateur attitré d'Avatar Press, et qui avait déjà collaboré avec Moore sur du Lovecraft dans un précédent volume intitulé Neonomicon. Je voue un véritable culte à Alan Moore. C'est de très très loin mon scénariste fétiche, le meilleur, l'inégalable. Je l'ai probablement découvert avec From Hell, puis suis remonté en arrière, notamment bien sûr pour V pour Vendetta et surtout Watchmen, qui est la meilleure BD du monde et de tous les temps, c'est incontestable. N'aurait cependant bien tort de s'en tenir à ces seuls gros volumes, auxquels il faudrait sans doute rajouter d'ailleurs le plus récent Fille perdue, sauf erreur, la dernière publication française de l'auteur à m'avoir complètement retourné. Moore a arpenté bien des domaines, avec une constante réussite globalement. Dans un registre un peu plus classique, on pourrait remonter encore plus haut d'ailleurs, avec Swamp Thing par exemple, ou plus récemment, au tournant du millénaire, bavé d'admiration devant l'ambition délicieusement fun de la période où l'auteur hyperactif nous a régalé de ses America's Best Comics en toute humilité. Au passage, je vous causerai peut-être un de ces jours de l'intégrale de Top 10 d'ailleurs. Et il a fait d'autres choses aussi en parallèle, comme Suprême, qui est peut-être un peu méconnu par rapport au reste, mais qui vaut vraiment le coup. Ces dernières années, Moore s'est donc essentiellement consacré à d'autres domaines, toutefois. Mais il est à l'occasion revenu à la BD, et notamment pour faire dans la Lovecrafterie. Fan de Moore comme de Lovecraft, autour duquel le premier tournait de toute façon régulièrement depuis longtemps, j'étais très curieux de voir ce que cette étonnante association, ou peut-être pas si étonnante que ça au fond, allait bien pouvoir donner. Donc, après The Courtyard, il y eut donc Neonomicon, qui avait été, à ma première lecture, une déception. Ce n'était pas que j'avais trouvé la BD mauvaise, c'est simplement qu'elle m'avait laissé absolument aucun souvenir. Je dois dire que depuis la rédaction de cet article sur Providence, j'ai relu Neonomicon et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'à la première lecture, clairement. J'y vois quand même globalement un travail assez mineur, mais bon. Ouais, voilà, donc Neonomicon, j'y reviendrai peut-être aussi un de ces jours-là encore. Mais depuis, donc, il y a eu Providence, avec le même dessinateur. Et j'avais fait l'acquisition de ce tout récent premier tome français, qui était sorti peu ou prou dans la foulée des épisodes américains, donc, pour redonner une chance à la Lovecrafterie mouresque. Et là, eh bien, ma foi, je vais devoir revenir un petit peu sur ce que je disais à l'époque, parce que la lecture du tome 2 depuis a pas mal changé la donne. Pour s'en tenir à ce tome 1, après une première lecture, eh bien c'était un peu l'effet Neonomicon. Je ne savais pas vraiment quoi en penser. Je ne savais pas si c'était bon et pas davantage si c'était mauvais en fait. Je me doutais bien que c'était exécuté avec l'intelligence et le sérieux qu'on est en droit d'attendre de Moore, et tout autant probablement du dessinateur Jason Burroughs, mais dont le style assez conventionnel me laisse plutôt froid, mais qui a clairement mis la documentation en avant, sa fourmille de détails. Quant à savoir si j'avais aimé Providence, eh bien je ne savais pas. Concernant ce premier tome, je ne sais à vrai dire toujours pas. Je sais simplement que le deuxième paru depuis m'a bien davantage convaincu. Donc partir sur ces bases pour livrer une chronique de cette BD était quelque peu problématique sans doute. Je pouvais essayer cependant de voir le contenu d'une manière relativement objective, ce qui pourra clarifier quelque peu les idées pour la suite. Donc nous sommes en 1919, à New York tout d'abord. Robert Black, nom dérivé sans doute de Robert Blake, personnage de Lovecraft dans The Hunter of the Dark, et référence limpide à son jeune disciple Robert Bloch. Je ne reviens pas sur le jeu littéraire entre les deux, ce n'est sans doute pas le propos, pour le moment du moins. Robert Black donc est un jeune journaliste et avant tout, encore que sa vie sexuelle soit régulièrement au premier plan elle aussi, un écrivain quelque peu frustré à la recherche d'un sujet intéressant.
La curiosité morbide de journaleux en manque de faits divers sordides l'amène à se pencher sur des livres qui rendent fou, voire poussent au suicide, à en croire leurs apôtres, notamment Sous le Monde, qui est un roman décadent français, qui aurait inspiré Robert W. Chambers pour Le Roi en jaune. Sa petite enquête, auprès d'un personnage fascinant tout droit sorti de Cool Air de Lovecraft, l'amène à questionner la possibilité d'une Amérique occulte, où le savoir alchimique, ou plus largement ésotérique, aurait toujours ses sectateurs dans l'ombre. Il laissera alors tomber le journalisme proprement parlé pour écumer la Nouvelle-Angleterre à la recherche d'un vieux grimoire arabe, un ersatz du Necronomicon qui s'inscrit davantage dans le réel, et de sujets littéraires macabres et décadents, dans la veine d'un Poe ou peut-être aussi d'un Hawthorne. L'occasion de rencontrer bien des personnages étranges. Dans ce premier tome, Alan Moore déforme très légèrement les noms des protagonistes des nouvelles de Lovecraft, ce qui se vérifiera encore par la suite, de manière cependant généralement tout à fait transparente. Bon, par exemple, nous avons un Willard Wheatley pour Wilbur Whateley, ce genre de choses. Procédé dont la raison d'être m'échappe quelque peu encore, mais admettons. Chacun de ces 4 premiers épisodes est en tout cas centré essentiellement sur un récit de Lovecraft, ce qui ne prohibe pas des allusions à d'autres œuvres encore. Le premier a beau être titré The Yellow Sign, allusion à Chambers donc, il renvoie en fait pour l'essentiel à Cool Air, comme dit plus haut. The Hook évoque bel et bien The Horror à Dredge-Hook, avec son flic viril et raciste. Alors King Fear ne porte pas sur la nouvelle quasi-éponyme, mais sur The Shadow of Innsmouth. Enfin, White Apes, le plus réussi à mon sens de ces 4 épisodes, et le dernier donc, repose clairement pour l'essentiel sur The Dunwich Horror, en dépit des allusions du titre qui renverrait plutôt à Arthur Jamin. Je ne suis pas certain de bien comprendre le projet de Moore dans Providence encore aujourd'hui, et notamment donc dans son traitement de ces récits Lovecraftiens classiques, avec ce léger travestissement des noms propres et du reste. Pour le moment, j'en retiens peut-être surtout l'impression d'une tentative ambitieuse d'établir un semblant de cohérence dans des récits Lovecraftiens qui n'y prétendaient pas forcément. On sait ce qu'il en est depuis que le mythe de Cthulhu façon Terlet a été quelque peu déconstruit. D'autant que les nouvelles ici essentielles ne sont pas toujours liées en fait au mythe de Cthulhu. À intriquer ainsi les nouvelles, celles clairement au centre de chaque épisode ou d'autres simplement évoquées au passage, Moore parvient effectivement à obtenir un regard global sur cette Amérique occulte qui fascine tant le jeune héros. Procédé qui n'a sans doute rien de gratuit, en tout cas ainsi qu'il se déploie dans ces 4 premiers épisodes. Il s'agit bel et bien, au fur et à mesure des découvertes ambiguës et étonnantes de Robert Black, de soulever le pan du réel pour dévoiler l'horreur cosmique sous-jacente dans tout ce qu'elle a de plus tétanisant, fascinant et terrible à la fois. Il me paraît clair d'ailleurs que c'est dans les passages où la sensation de peur est au premier plan que Moore se montre le plus habile et déploie sa finesse coutumière. La simple enquête riche d'allusions transparentes, pas besoin d'être un grand exégète Lovecraftien pour les comprendre, si ça peut aider, c'est plus ou moins palpitant en tant que tel. Mais quand l'investigateur, pénètre d'une grotte cyclopéenne donnant sur un gigantesque océan souterrain, quand il se perd dans ses rêves malsains et d'un contenu prophétique douloureux pour le lecteur, j'y reviens, ou même avec un brio cette fois tout à fait remarquable, quand il ne fait qu'entrevoir le quotidien sordide des Wheatley, subissant la haine instinctive de l'inquiétant Willard sans comprendre le moins du monde ce qui se passe vraiment autour de lui, au-delà de la seule déduction d'un inceste évident, tandis que le lecteur dispose pour sa part des clés qui lui manquent, eh bien là oui, ça marche, et très bien même. Sans doute est-ce dans cette optique également qu'il faut inscrire la volonté de Moore d'introduire d'autres sujets dans son récit. Par exemple la sexualité oppressante de Robert Black, mais tout autant de ceux qui l'interrogent. Nécrophilie, bestialité, inceste, l'outrance ici se justifie peut-être d'autant plus par l'homosexualité du héros, avec les connotations qu'elle pouvait impliquer dans l'Amérique de 1919. En tout cas, cela amène à questionner la présence ou l'absence de ce thème dans les récits de Lovecraft. C'est un sujet à débattre, peut-être pas maintenant. On peut sans doute évoquer pour les mêmes raisons les nombreux renvois à l'actualité de 1919, témoignage d'une érudition coutumière, peut-être même un brin m'as-tu vu, mais qui peuvent à terme déboucher sur des choses intéressantes, sait-on jamais. Ainsi, par exemple, de la signature du traité de Versailles, du vote de la prohibition ou de la grève des acteurs, peut-être aussi de l'immigration via Ellis Island, ce genre de choses. En fait, là, je peux d'ores et déjà dire que ça se confirme par la suite. Moore, en utilisant ses références à l'actualité, parvient à obtenir des choses intéressantes et de plus en plus intéressantes. Dans le deuxième tome, c'est très marqué. Mais ça va donc parfois plus loin. Moore, quand il se pose en 1919, traite d'un monde où le nazisme et la Shoah ne sont peu ou prou même pas envisageables. Aussi, ces allusions plus ou moins discrètes à ce que l'avenir allait réserver sous peu se montrent-elles particulièrement glaçantes pour le lecteur.
Ça commence en fait avec les institutions de suicide euthanasie du premier épisode, tiré du Roi en jaune, et évoquant clairement des chambres à gaz. Plus tard, surtout dans l'équivalent mouresque d'Innsmouth, qu'il assimile à Salem, bon, dans l'exégèse Lovecraftienne c'est une erreur, mais c'est pas grave, la purge des hybrides est envisagée au travers d'un cauchemar tenant peu ou prou de l'épiphanie, avec esquisse de camps de concentration et chambres à gaz, là encore à peine entrevues. Et ça, c'est assez bien pensé. Mais très concrètement, Black et son guide tombent aussi en cours de visite sur le, avec tous les guillemets qui s'imposent, signe des anciens, tel qu'il avait été défini par Lovecraft dans The Shadow of Innsmouth, avant que Derleth ne fasse le ménage donc avec sa sorte de pentacle. Signe des anciens, chez Lovecraft, témoignant de la haine des puritains contre les métis dégénérés du front de mer. Le dit signe, vous le savez si vous avez lu la nouvelle, est bien évidemment une svastika, symbole peu ou prou inconnu alors, car libre des connotations qui en deviendront ultérieurement indissociables, et que le guide, marqué dans son physique par son ascendance trouble, qualifie de croix gommée sans que Black soit en mesure de relever l'erreur. Nous sommes en 1919. Et ça m'a paru plutôt bien vu pour le coup. Un autre aspect est à signaler, qui n'a sans doute rien de surprenant chez Moore en tant que tel. Il figurait déjà dans Watchmen par exemple, et est devenu de plus en plus fréquent depuis surtout Black Dossier. Chaque épisode se voit complété par des documents textuels de plusieurs sortes. Le principal, systématique, consiste en une sorte de journal intime de Robert Black, même s'il s'agissait à la base d'un cahier de notes, où rassembler phrases, thèmes et idées à travailler le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle ou d'un roman. Ce dernier emploi a bien son importance, et nous vaut un intéressant travail sur l'inspiration et l'écriture, où les bonnes idées ne manquent pas, et peut-être tout autant les mauvaises, mais délibérément. L'aspect journal intime n'est cependant pas à négliger et se révèle plutôt une bonne idée. Si Alan Moore peut introduire ici des éléments complémentaires, ne figurant pas dans l'épisode à proprement parler ou tout juste esquissé, ainsi donc de la sexualité dévorante de Robert Black, c'est en fait surtout l'occasion de revenir sur les éléments narrés précédemment, cette fois en imposant un point de vue distinct de celui du lecteur, permettant dès lors d'envisager le récit d'une manière subtilement différente. Ce qui pourrait être laborieux dit comme ça, mais s'avère en définitive étrangement pertinent, en participant là encore d'une sorte de mise en abîme de la création littéraire en général, comme de l'horreur Lovecraftienne en particulier. Et il faut donc y ajouter des documents rassemblés au hasard par Robert Black, brochures ésotériques destinées à un public confidentiel, bulletins paroissial pas très chrétiens, dessins lourdement évocateurs de la simplette Whitley à jamais traumatisée, c'est toujours bien vu. Bon, finalement, il y avait donc bien des choses à dire, hein. Et je pouvais que constater qu'il y avait, oui, des choses très intéressantes dans ce premier tome de Providence. Des choses qui ne m'étaient peut-être pas apparues au premier coup d'œil, et qui confirment que cette nouvelle œuvre d'Alan Moore, comme à vrai dire bon nombre de celles qui l'ont précédée, demande sans doute à être creusée, approfondie, pour révéler tout son intérêt. Il y a sans doute encore de la marge. C'est juste que la première impression n'est pas aussi systématiquement bluffante que dans les grandes œuvres d'antan. La magie opérait-elle encore malgré tout? À s'en tenir à ce premier tome, je dirais, c'est à voir. Mais depuis, il y a eu le deuxième tome, et là, je dirais que oui, on a vu. Et donc que relire tout cela avec un peu plus de distance, ce que l'on fait régulièrement avec Moore, ça s'avère avec lui très souvent payant.